Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Bonne année 2023. Je vous souhaite de vous mettre dans des zones inconfortables puis de repousser vos limites pour l'année 2023. Encore une fois, cette semaine, je suis avec mon setup mobile parce que je suis allé au PEPS de l'Université Laval pour m'entretenir avec Guillaume Rioux. Guillaume Rioux, c'est un gars que j'ai croisé pendant mon parcours universitaire. Il faisait du football, moi je faisais de la natation. Après sa carrière universitaire, il est allé jouer au football américain en Europe. Mais une fois qu'il est revenu, il a commencé à coacher le Rougeur Football. Puis il a aussi commencé à s'intéresser à la course à pied. Puis je voulais lui parler parce que ça fait plusieurs personnes qui me parlent de son parcours de coureur. Il a passé, comme vous allez l'entendre dans le podcast, d'un gars qui courait pas, qui avait une bonne biomécanique de course de par le football, mais qui courait pas des longues distances, à quelqu'un qui court un marathon en 2h32 en un peu plus d'un an. Fait que je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans son parcours parce que c'est franchement très impressionnant. Fait qu'on a parlé évidemment de sa carrière de footballeur, on a parlé de son poste au sein du Rougeur parce que ça m'intéresse beaucoup et la plus grande partie du podcast, évidemment, on a parlé de sa performance dans le sport d'endurance, de ses méthodes d'entraînement. Et vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Guillaume qui a la base de l'entraînement de par sa formation en intervention sportive avec beaucoup de cours d'options en kin. Fait qu'il a fait ça de façon intelligente. Puis je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de tout ça. Le podcast est présenté par UPICA. UPICA, c'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance. Notre premier produit, le UPICA Endurance, c'est un tout-en-un pour vos sports d'endurance. Il y a 25 grammes de glucides pour l'énergie. Il y a 300 mg de sodium pour la rétention d'eau, des électrolytes, de la taurine pour la production d'énergie, la thermorégulation et de la vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles. Pour l'année 2023, j'offre un nouveau code promo aux auditeurs du podcast UPICA. Ça va être le UPICA Pod 2023. Donc UPICA POD 2023. Donc, si vous aviez déjà fait une commande avec le UPICA Pod 10, ben vous pouvez passer une nouvelle commande maintenant de 10% de rabais avec le UPICA Pod 2023. Fait qu'allez sur upica.ca. Puis sans plus attendre, je vous laisse avec cette conversation avec Guillaume Rioux. Salut, man! Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes. Dans l'enceinte du PEPS, où est-ce que tout a commencé? Exactement, oui, pour nous deux. Pour nous deux, c'est ouais, ça, ouais. exact. Premièrement, félicitations pour la Coupe Vanier. Là. Moi, j'ai suivi ça avec grand intérêt. Merci beaucoup. Ouais, ça a été une super belle saison de l'interne, puis je pense que les gens de l'externe aussi qui ont suivi ça, c'était des games assez tripantes en play-off. Là. Je pense qu'on a donné un bon show, puis c'était une super belle saison. Faut que j'avoue avoir changer de poste après les trois snaps contre Western. Là, j'ai fait « Ah, man, je vais pas regarder ça, là, c'est rough. » Mais j'aurais dû, finalement, parce que ça s'est avéré être un comeback quand même assez incroyable. Ouais, en effet. Ben, c'est sûr que c'est un drôle de départ, puis parce qu'on sentait vraiment qu'on était en plein contrôle, autant offensivement, défensivement, sur les unités spéciales, mais qu'on leur a littéralement donné 17 points. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de panique, mais c'était comme, les boys, là, on joue contre l'équipe supposément la meilleure équipe au Canada, puis on vient de se creuser un trou de 17 points, on se l'est pas donné facile. Mettons, déjà que le challenge était bon, on l'a rendu encore plus dur, mais les gars, ils ont été super résilients. On n'a pas senti de panique. Vraiment, il y avait de quoi de spécial dans cette équipe-là. Puis c'est dans ces moments-là qu'on l'a senti le plus. Là. Ouais. Puis c'est resté. Le discours est resté positif tout au long. Oui, absolument. C'est sûr que quand ça arrive au début, tu t'en manges une en dessous du menton. Au début, il a fallu se parler. Là. Il a fallu se regarder dans le blanc des yeux et de dire OK, les boys, là, ça va pas comme on veut, mais pas de panique. Là. On sait très bien que si on joue à notre niveau puis qu'on exécute puis qu'on se tire pas nous-mêmes dans le pied, ben, on va être correct. Là, puis on a senti au retour du vestiaire à la demi qu'il y avait comme une genre de petite confiance un peu inébranlable là, que les gars ils savaient qu'on avait ce qu'il fallait pour remonter puis gagner cette game-là. Ouais, c'est fou. Moi, je me rappelle, je regardais le début puis tu sais, tout le discours autour, j'ai pas suivi assidûment toute la saison, tu sais, fait que encore moins dans l'Ouest, là, tu sais, fait que le discours c'était comme Western, tu sais, c'est vraiment le top notch. Puis là, je fais bon.
moins 17 contre l'équipe numéro 1 au pays, là, tu sais, ou comme dans le top 2. Mais bref, tout ça pour dire... on aime les défis, on s'en est donné un bon. Exact. Mais ça fait du bien de revoir la Coupe Vanier à Québec, parce que moi, ça fait depuis 2000 que je suis comme dans l'entourage du Rouge et Or, là, depuis que je suis en sport-études au primaire ici avec la natation. Puis tu sais, on en a vu passer des Coupes Vanier de 2000 à 2010, après ça, même jusqu'à plus tard, tu sais, 2015. Mais là, ça faisait un petit bout quand même. Ouais, ben un petit bout, c'est selon nos standards. Selon nos standards, c'est ça, c'est exact. C'est sûr qu'il y a des équipes qui seraient insultées d'entendre ça, mais on ne l'avait pas gagné depuis 2018. Il faut remettre en contexte. Tout le monde disait 4 ans sans Coupe Vanier, c'était la plus longue disette du genre. Des fois, je suis comme, ouais, mais t'as peu 4 ans. On a gagné en 2018. Ouais. On n'a pas gagné en 2019. 2020, il n'y a pas eu de saison. Puis on fait que 3 saisons, dans le fond. 2 saisons sans gagner. C'est ce qui était déjà arrivé. C'était arrivé en 2014-2015. Mais on a tellement habitué les gens à des standards élevés que c'est devenu quasiment irréaliste. Mais pour nous, on trouvait que ça faisait longtemps aussi. On commençait à avoir hâte de gagner les grands honneurs. Puis ça a fait du bien. Ça a fait du bien à cette classe de recrutement-là aussi qui se sont joints à nous en 2019-2020, qui n'avaient jamais gagné ni la Coupe Dunsmore ni la Coupe Vanier. Ça commençait à être long. Ils sont passés à travers la pandémie aussi. Donc, ils l'ont pas eu facile. Donc là, tous les efforts ont été récompensés. Ça fait du bien à tout le monde. Ouais. Puis là, j'ai vu que vous étiez en pleine saison de recrutement, dans le fond. Là, c'est là que ça commence après la Coupe Vanier, dans le fond. Là, c'est le temps de recruter les jeunes du cégep. Je dirais que c'est la fin de la période de recrutement. Ouais, okay. Le recrutement, c'est à l'année. Hein? Puis on commence là, dès le printemps. Dès l'hiver, on commence à identifier les joueurs qui sont à leur 3e année ou qui s'en vont à leur 3e année collégiale. Qu'on va aller voir durant leur pratique d'hiver, au camp de printemps. On va créer un premier lien avec les joueurs envers qui on a déjà beaucoup d'intérêt. Puis on va continuer à évaluer ceux qu'on n'est pas certain pour l'instant. On va faire des visites des installations au printemps, à l'été. Puis à l'automne, on fait un suivi, on continue à les suivre, on va les voir jouer le plus souvent possible, on les invite à venir voir nos matchs. Donc, il y a comme... c'est un travail de plusieurs mois. De longue haleine. Exact. Mais là, ce qu'on voit, c'est les résultats de ce travail-là, parce que là, on commence à avoir de plus en plus de joueurs qui se sont commis à nous. Donc là, il y a beaucoup de noms qui sortent. Mais c'est pas... je dirais qu'on n'est pas dans la grosse période de recrutement. Là, on est en train de finir cette classe de recrutement-là, puis là, on va passer déjà à celle de 2024 très bientôt. Là. Ouais, c'est ça l'affaire. Puis moi, je me rappelle quand j'étais dans le Rouge et Or Natation, ce qu'on disait du programme de foot, c'était que le recrutement, c'était vraiment une des forces. Tu sais, que c'était vraiment comme d'aller activement pendant longtemps travailler sur des prospects pour les amener dans le programme. C'est-tu une des raisons qui explique le succès prolongé du Rouge et Or? Je pense que oui. Il y a plusieurs raisons, mais le recrutement, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Ça part de là. Puis ultimement, je pense qu'on a un bon coaching staff. On prépare des bons plans de match. Je pense qu'on est fiers de ce qu'on offre, mais ultimement, si tu n'as pas des bons joueurs sur le terrain pour exécuter... tu vas être aussi bon que tes joueurs, puis on a réussi année après année depuis les tout débuts, avant que moi je sois là. Depuis les tout débuts, là, on a réussi à attirer les meilleurs joueurs de partout au Québec, année après année. Évidemment, on les a pas tous. Il y a des bons joueurs dans les autres équipes aussi, mais on fait une bonne job de garder nos gars de la région de Québec à Québec le plus possible. On en perd de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Garneau, CNDF, Limoilou, Lévis-Lauzon, même des programmes de Division 2, Division 3, Beauce, Thetford. Il y en a plein, là, j'en oublie plein. Puis on réussit à chaque année à aller chercher une coupe de gros noms de Montréal. On ne réussit pas à toutes les avoir, évidemment. C'est dur de sortir des jeunes de leur milieu. Exact. Mais on est capable à chaque année de le faire. Fait que si on garde les meilleurs joueurs de la région, puis on va chercher les blue chips qui viennent de l'extérieur, on s'améliore à chaque année. Ouais. En quelle année est-ce que toi, tu as fini ta carrière universitaire? 2013. 2013. Puis après ça, si je me trompe pas, tu es parti jouer en Europe pendant une couple d'années? 2 ans, exactement. 2 ans. Ouais. Puis c'était quoi ces ligues-là en Europe de football? En fait, c'est que chaque pays a sa ligue. Il y a une ligue en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, il y en a un peu partout en Europe. Je dirais qu'en général, c'est des ligues amateurs, mais dans chaque pays, les règles sont différentes. Ils ont le droit de faire venir des joueurs imports qui, eux, sont traités comme des professionnels. Ils sont payés, logés, nourris pour pouvoir jouer, pratiquer leur sport. La ligue qui se rapproche le plus de ce qui est du professionnel, c'est en Allemagne, parce qu'ils ont plus de moyens. Plus de popularité pour le sport aussi. Là. Pendant longtemps, il y a eu en Allemagne la NFL Europe,
En fait, c'était partout en Europe, mais la majorité des équipes étaient en Allemagne. Il y a eu pendant longtemps plusieurs bases militaires en Allemagne aussi. Donc, le football américain a été popularisé là-bas beaucoup plus qu'ailleurs en Europe. Ça fait en sorte qu'il y a plus de monde dans les estrades, plus de revenus, plus de moyens pour payer les joueurs. Puis les règles sont différentes. En Allemagne, tu as le droit d'avoir 2 Américains sur le terrain. Donc, tu as le droit d'en avoir 2 en offense, 2 en defense. Donc, 4 Américains par équipe. Puis tu as le droit d'autant de joueurs européens que tu veux. Donc, dès que tu as un passeport européen, tu n'es pas considéré comme un joueur import. Fait que, par exemple, l'équipe pour qui j'ai joué en Allemagne, on avait nos 4 Américains. On avait un Américain mais avec un passeport suisse. Il n'avait jamais mis les pieds en Suisse de sa vie, mais il avait un passeport suisse. Tout le monde des bonnes petites techniques. Exactement. Puis des Européens comme moi, entre autres, j'ai un passeport français, donc je comptais comme un joueur européen. Puis on avait des joueurs de partout en Europe, là, des Finlandais, des Tchèques, Polonais, Français. Donc, ils faisaient vraiment venir les meilleurs joueurs européens qu'ils traitaient comme des pros, des semi-pros avec un salaire, un appartement. Ce qui faisait qu'on avait une équipe très compétitive. Puis c'était la réalité pour la plupart des équipes dans notre ligue. Donc ça faisait vraiment du bon niveau. Puis une belle expérience. Là. Toi, c'était le fun. Personnellement, c'était une belle expérience pour toi d'aller là-bas. Ça a été incroyable. Ça m'a vraiment permis de faire ma transition entre ma carrière universitaire et ma carrière de coach. D'être payé pour pratiquer son sport, évidemment, je faisais pas de la grosse argent, mais c'était une expérience de vie extraordinaire. Moi, je le dis tout le temps, là, mettons, j'aurais accepté 30 000 $ pour continuer à faire mon sport professionnellement, that's it, là, je serais arrivé à 0, mettons, à la fin de toutes mes années, puis j'aurais continué jusqu'à temps qu'on me dise d'arrêter. Exact. Je pense que c'est un énorme privilège que j'ai eu de pouvoir faire ça, puis d'en profiter pour voyager partout en Europe, me faire des amis un peu partout en Europe. Donc, ça a été super trippant. Après 2 ans, j'aurais pu continuer, mais il y a eu des opportunités qui se sont présentées à moi pour commencer le coaching à temps plein. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Puis je sentais que j'étais rendu là aussi. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu es revenu après ça, fin de carrière d'athlète, viens coacher ici. Ouais. Coach, c'était quoi exactement le poste? Puis c'est-tu le même que tu as maintenant? Oui, exactement. C'était c'est le poste de préparateur physique de l'équipe de foot et le coach des receveurs. Donc, en fait, pendant plusieurs années, Raymond Veillette, qui est assez réputé dans le monde de la préparation physique au Québec, était le préparateur physique de l'équipe, si je ne me trompe pas, depuis 2001 ou 2002. Ça faisait une quinzaine d'années. Depuis aussi longtemps que moi, je suis ici. Là. C'est ça, exact. Puis Raymond avait d'autres opportunités professionnelles. Il voulait sortir un peu du terrain puis être un petit peu plus dans l'enseignement. Et maintenant, il travaille pour le département de kinésiologie ici à l'université. Puis on se parlait régulièrement, Raymond et moi, puis on avait eu des discussions avec Glenn aussi, puis avec... Toi, tu as fait ton bac en kin? En intervention sportive, mais j'ai fait beaucoup de cours... beaucoup de cours de kin. Tous mes cours à option, je prenais des cours de kin en lien avec la préparation physique, la performance, parce que c'est vraiment le domaine qui m'intéressait le plus. Donc, j'étais au courant que Ray n'en restait pas pour longtemps. Puis Glenn m'avait déjà manifesté que la journée que Ray s'en allait, j'étais potentiellement le prochain à prendre la relève. Donc, quand Ray m'a contacté pour me dire que c'était sa dernière année puis qu'après, il allait quitter, j'étais en Europe cette année-là. Ça m'a fait réfléchir beaucoup. Puis, durant mon séjour là-bas, j'ai pris la décision que j'allais profiter pleinement de mes derniers moments puis qu'à mon retour, j'allais accepter le poste si Glenn me l'offrait. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé un peu. Là. C'est vraiment cool de pouvoir faire... Tu sais, tu parlais de faire ta transition, là, tu sais, que on dirait que tout est comme arrivé quand ça devait arriver. T'as-tu ce feeling-là, comme que ça s'est comme tracé un peu, pas tout seul devant toi, mais... Ouais, le chemin était bien tracé. En effet, j'ai été très privilégié. Je veux dire... tu peux travailler fort, tu peux faire tu peux mettre les meilleures chances de ton côté, mais des fois, c'est une question d'opportunité. Puis moi, je les ai eues. Donc, je suis super reconnaissant de ça. Là, reconnaissant que le programme m'ait montré cette confiance-là aussi. Là, je venais à peine de terminer comme joueur. J'avais pas beaucoup d'expérience comme coach encore. J'avais coaché durant ma carrière de joueur à temps partiel pour me développer puis parce que j'aimais ça. Mais j'étais encore un jeune coach. Puis ils m'ont donné une belle note de confiance. Puis je suis très, très reconnaissant de ça. Là. C'est vraiment hot. Puis là, mettons, pour venir un petit peu à la raison pour laquelle je tenais à ce qu'on se parle aujourd'hui. Quand tu as fini ta carrière d'athlète, ton training ressemble à quoi, ton training personnel? Je dirais que... Tu continues à être actif? Bien, sûrement que tu as été actif. Oui, ben, je pense que c'était devenu une drogue pour moi, un peu, ça l'est encore aujourd'hui. Je pouvais pas me passer de ça vraiment. Les premières années, je dirais entre fin 2015, donc 2016 à 2019,
J'étais beaucoup dans l'expérimentation des programmes d'entraînement que je montais pour mes joueurs. Donc, je m'entraînais quasiment encore comme un joueur de foot. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle que mes 2 dernières années universitaires, on se croisait souvent dans la salle de muscu, puis ton training ressemblait au training de joueur de football. Exactement. J'aimais ça de tester les programmes que je montais pour les joueurs. Ça me permettait de comprendre ce qu'eux allaient vivre, de pouvoir ajuster certaines choses. Donc, c'était quasiment dans le cadre de mon travail en même temps. Puis ça me gardait actif. Mais j'ai commencé un peu à m'ouvrir à d'autres sports, un peu à m'intéresser aux sports d'endurance. Je m'étais acheté un vélo de route, commencé à faire du vélo durant l'été. Je me suis inscrit à mon premier triathlon au sprint. Je détestais la nage. Ouais, c'est ça, j'allais poser la question parce que t'es un gars quand même compact. Ouais. En natation, ça devait pas flyer. Non, puis j'avais jamais nagé de ma vie, donc j'avais jamais été initié à ça. Zéro comme une balle. Ouais. J'étais vraiment pas un bon nageur. J'ai fait le minimum d'efforts pour être capable de passer à travers le 750 de finir la distance. Mon but, c'était vraiment sors de l'eau, puis après ça, le fun va commencer. Comme plusieurs, d'ailleurs. Plusieurs triathlètes. Comme plusieurs triathlètes, en effet, à part ceux qui à la base, sont des nageurs. Ça, exact. Ça a été une belle expérience. J'ai trippé sur vivre l'expérience d'une course avec d'autres mondes autour de toi, avec un dossard, puis ça m'a fait tripper. Ouais, parce que ça c'est quelque chose que tu n'avais jamais vécu, là. D'être à une ligne d'arrivée, puis l'espèce de petite la petite tension, puis le petit stress la veille, puis mais le stress la veille, probablement que ça s'apparentait avant une game de foot, j'imagine. Quand j'ai fait le premier triathlon sprint, c'était la première fois que je vivais un mini stress de compétition que j'avais pas revécu depuis ma carrière de joueur de foot. Donc ça m'a fait triper. Je pense qu'au-delà du sport en tant que tel, c'était la compétition qui m'a fait triper. Ceci dit, j'ai détesté nager. J'en ai refait un deuxième l'été d'après. Puis après le deuxième, je me suis demandé si vraiment je voulais continuer à faire du triathlon. Puis j'ai réalisé, puis je courais pas tant que ça à ce moment-là. Je faisais encore une fois le minimum pour être capable de relativement bien performer au vélo puis à la course. Je faisais encore beaucoup de muscu, encore beaucoup d'entraînement de joueurs de foot. Puis je dirais que c'est vraiment à l'automne 2019 où je me suis lancé un défi de courir mon premier marathon. Puis je me suis inscrit au marathon d'Ottawa pour le printemps 2020. Okay. Puis à l'automne 2019, je courais un peu plus, mais encore là, je faisais pas énormément de volume, mais j'avais l'intention de commencer à en faire parce que là, j'avais une date. Au mois d'avril, j'allais courir mon premier marathon. Puis à l'hiver 2020, ben là, la pandémie est arrivée. Le marathon était annulé, mais je me suis dit, tant qu'à m'être lancé ce défi-là, il n'y a rien qui m'empêche de le faire par moi-même. Fait que j'ai commencé à faire de plus en plus de volume d'entraînement de course avec un bon ami aujourd'hui. C'est devenu mon ami, entre autres, à cause de ce processus-là, Charles Castonguay. Qui est préparateur physique ici pour les athlètes. Que je vais recevoir éventuellement sur mon podcast. Très bon candidat. Tu me donneras le contact. Yes. Charles est un coureur de longue distance, de marathon, ultramarathon depuis plusieurs années. Ça fait une dizaine d'années qu'il en fait plusieurs par année. Puis il entraîne aussi les athlètes de course à pied, d'athlétisme, de triathlon, de ski de fond. Donc beaucoup de sports d'endurance. Vraiment calé là-dedans. Puis on se côtoyait tous les jours au PEPS. Donc à un moment donné, je lui avais écrit pour lui manifester mon intérêt de courir un marathon puis d'avoir un petit peu de conseils par rapport à ça. Puis il m'a proposé qu'on aille courir ensemble. Puis là, durant la pandémie, ça a donné qu'on habitait à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre. Donc on allait souvent courir ensemble. Puis il m'a proposé de le courir avec moi. Mon premier marathon. Puis donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Là. Prendre juste une petite parenthèse. Avant d'enclencher ce processus-là, parce que, puis, n'aie pas peur d'aller, dans les geeks, dans les stats, c'est un peu ça le concept du podcast, ça dérange pas de parler spécifique, vraiment, là. Avant d'enclencher le processus du marathon, tu dirais que tu étais à combien de kilomètres par semaine? Avant de m'inscrire Avant de t'inscrire au premier marathon? Même pas 50. Okay, puis 30-40 km par semaine. OK. Ouais. Puis après ça, quand tu te dis, là, je build le volume, tu builds jusqu'à combien? Ben, pour mon premier, je faisais pas des semaines de 100 km. Okay. Là. C'était... Fait qu'un build quand même responsable pour pas te décoller. C'était juste assez pour dire que j'espérais être capable de passer à travers la distance avec un objectif assez ambitieux pour un premier, mais c'était pas avec du recul. Je voulais le faire en bas de 3 heures pour mon premier. Pour un premier, c'est du stock, Puis avec du recul, j'ai réalisé que la vitesse, c'était pas ça le problème. Le pace que ça demandait de courir en bas de 3 heures, la vitesse, je l'avais, mais j'ai manqué de volume parce que j'ai voulu y aller un peu trop. Fait que tu l'as essayé finalement par toi-même. Ouais. À la même date que le marathon d'Ottawa était supposé être? Là, à une semaine près. Là. Fait qu'en début de saison.
Ouais, c'était au mois d'avril. Ouais. Avec Charles, qui m'a accompagné, qui m'a pacé pour ce marathon-là. Puis comment ça s'est passé? Écoute, ça allait bien jusqu'à 37... Non, jusqu'à à peu près 33-34 kilos. Puis le fameux mur qui a frappé. Puis là, c'était des zones inconnues pour moi parce que ma plus longue sortie avant ça avait été 30 kilos. Je m'étais dit, bon, un 12.2 de plus à toffer, je devrais être good. J'ai fait du pas pire volume, mais c'est pas vraiment de même que ça marche parce qu'à 30, c'est là que ça commence. Puis j'avais jamais joué dans ces zones-là avant. Fait que t'étais sur le pace jusqu'à ça à peu près? J'étais sur le pace en fait jusqu'à... Qui était à 4,15? Genre de... on a tenu du 4,10 du kilo sur à peu près 35. Okay. Mais à partir de 35, j'étais dans le pétrin. Pour tenir ce 4,15-là, je commençais vraiment à être dans le pétrin. Puis à 37,7 pour être plus exact sur ma montre, en tout cas, là, c'était pas une distance officielle, c'était une distance GPS. À 37,7, je commençais déjà un peu avant à avoir des petits spasmes, des petits twitches là, dans l'ischio, dans le quad. Ça a coincé. 37,7. Quad ischio du même côté, barré ben raide, tombé en pleine face. Ah ouais, hein? Puis là, je savais que le 3 heures, il venait de prendre le bar, c'était plus possible. Il me restait 4,5 kilos à courir. Ouais. Charles qui m'a stretché l'ischio, stretché le quad, qui m'a fait des massages pour essayer de comme réanimer quelqu'un qui vient de faire une crise cardiaque. Exactement. On s'est relevé, on a marché un 500 mètres. Là, je disais, on va le finir, juste par principe. Je me suis lancé dans ce défi-là, je vais le finir. J'aurais pas le 3 heures, mais on va le finir. Fait qu'on a fait un mix de course-marche sur le dernier 4,5 kilos. Puis finalement, ça a donné quelque chose autour de 3h20. Ouais. Ça m'a laissé sur mon appétit, je te dirais. Là, sûrement, j'étais assez compétitif. Donc, puis quand je m'étais dit en bas de 3 heures, j'étais assez cocky pour penser que j'allais le faire. Puis t'étais assez sur le pace pour le faire aussi. Exact. Là, j'ai vraiment juste manqué de volume. Puis c'était pas des crampes de déshydratation. Je pense vraiment que c'était des crampes de fatigue neuromusculaire parce que mon corps était pas prêt à cette distance-là à ce moment-là. Parce que t'étais jamais allé là. J'étais jamais allé là, puis j'avais pas fait assez de volume non plus. Exact. Puis ce mur-là, mettons, tu le sais pas tant que tu l'as pas frappé une première fois. Ben, quand tu l'as frappé une première fois, là, tu le sais. Tu fais, OK, ben là je sais c'est quoi, puis là, je vais m'arranger pour plus vivre ça. T'sais. Ouais, ou être mieux préparé quand je vais le vivre une prochaine fois. Mais oui, ça rentre dedans. Là, puis moi qui n'avais jamais fait de sport d'endurance avant, frapper un mur, j'avais entendu l'expression, mais quand je l'ai frappé, j'ai compris ce que ça voulait dire. Le bon vieux bunk. Là. Ouais. Une fois que tu le vis, tu le sais. Là. Ouais, exact. Ça a été une expérience pas très plaisante pendant, mais super enrichissante pour moi. Puis après ça m'a juste... J'ai pris le temps de me reposer quelques semaines après, de refaire le plan un peu, puis de réfléchir à comment j'allais attaquer ma prochaine préparation parce que quand t'as fini ça, tu t'es dit non, faut refaire ça. On leur fait mieux que ça. J'allais pas laisser ça finir comme ça, c'est sûr. Donc je m'étais donné l'été pour refaire un build-up de volume pour me retester à la fin de la saison. À la fin de l'été. Puis là, à ce moment-là, on était en pandémie. Hein, c'était tout nouveau pour nous. Je savais pas si on allait avoir une saison à l'automne. Donc, ce que je m'étais dit, c'était avant la saison de foot à l'automne, ou s'il n'y a pas de saison, si jamais on se fait annuler notre saison, ben je vais faire un marathon quelque part entre le mois d'août et le mois de novembre pour réussir mon sub 3 heures parce que je l'avais dans la tête. Là. Fait que comment tu t'es enligné après ça? C'était quoi les différences que tu as faites, mettons? Ça ressemblait à quoi ton millage? C'était quoi la stratégie pour éviter que ça réarrive? Ben écoute, c'est sûr que j'ai discuté beaucoup avec mon ami Charles qui, clairement, on est venu au constat les deux que ce qui m'avait manqué, c'était du volume. Donc durant l'été, j'ai commencé à courir beaucoup en trail. Puis ça a été révélateur pour moi là, parce que ça me forçait à courir moins vite. Puis ça me forçait à juste être en mode millage et non en mode entraînement de vitesse. Puis moi, ce que j'aimais de la course, c'était courir vite. Je venais d'un background de sport de vitesse, de puissance. Donc, c'est ça qui me faisait triper, moi, courir vite. Peut-être qu'il y avait de courir vite longtemps, je trouvais ça challengeant. Puis c'est ce qui me faisait triper de la course à pied. Puis j'ai pris plaisir à courir moins vite, plus longtemps. Puis la trail, pour ça, c'est ce qui m'a un peu... Ouais, parce que ça te dérange pas de courir moins vite, t'es dans le bois, il y a des racines, il y a des roches, c'est quasiment un parcours à obstacles, donc c'est bien plus stimulant que de courir lentement sur la route. Fait que j'ai couru beaucoup en trail. Je suis tombé en amour avec la course en trail, avec ce sport-là. Puis le volume que j'ai fait durant l'été a vraiment été payant. Donc vraiment, je pense que c'est ça qui a été le plus gros changement pour moi. J'avais le background de vitesse, il fallait vraiment que je rajoute le volume.
Donc, j'ai fait de la trail tout l'été. T'allais Millage. dans quel bout? À ce moment-là, je connaissais rien, moi, du monde de la trail. J'étais déjà allé au parc de la Jacques-Cartier faire la randonnée des loups avec mon sac à dos. Là, donc, j'ai suivi mon ami Charles pas mal, qui m'a amené au Mont-Saint-Anne. Lui connaît les trails par cœur. Je suis allé au parc de la Jacques-Cartier beaucoup aussi. C'était-tu beaucoup de dénivelé positif ou c'était vraiment des longues distances sur pas mal du plat en trail? Beaucoup de dénivelé. Okay. Beaucoup de dénivelé. Aussi des sorties, des fois on faisait des sorties avec un peu moins de dénivelé juste pour le plaisir de courir. Mais tu sais, mettons, t'allais au Mont-Saint-Anne, tu montais en haut. Oh, ouais, on monte en haut à toutes les fois, des fois plus qu'une fois aussi. Ouais. Durant l'été, j'avais dit à Charles, j'aimerais ça faire un premier ultra, là, un 50 kilos en trail. On a fait ça ensemble les deux. Une journée, c'était craquant, on s'était dit un samedi matin, on va partir tôt avant qu'il fasse trop chaud. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait une boucle au Mont-Saint-Anne qui ressemblait à l'ancien parcours du 50 km du QMT, que moi je connaissais pas, mais Charles m'avait dit on va faire de quoi qui ressemble à l'ancien parcours du QMT. On a monté le Mont-Saint-Anne une fois et demie, je pense. On a passé par la Jean Larose. On a monté le chemin des Pionniers, si je me trompe pas. Je me souviens pas exactement, mais j'ai fait mon premier 50 km en trail. Aucun objectif de temps, vraiment juste de franchir la distance. J'ai vraiment trippé. Puis, à la fin de l'été, après avoir couru beaucoup entre elles, après avoir touché à quelques semaines un peu plus de volume, des semaines qui se rapprochaient de 100-110 kilos, pas tout l'été, mais à quelques reprises durant l'été, je me suis rechallengé à courir mon marathon en bas de 3 heures, mais un peu sur un coup de tête, là, vraiment, un matin, un soir, je me suis couché et je me suis dit, demain matin, là, demain, il annonce beau, il annonce pas trop de vent, frais, c'est une belle journée pour ça, j'ai fait du volume tout l'été, let's go, j'y vais, mais là, c'était un lundi. Là. Le monde travaille. Pas de prep, pas de build-up, pas rien. Pas de vrai build-up, pas de taper, rien. Puis j'avais personne pour me... Je pouvais pas me faire un parcours point A au point B avec quelqu'un qui me suit en vélo, qui me donne mes ravitaux. C'était un lundi, tout le monde travaillait. Je suis parti tout seul avec ma glacière, c'est pleine. J'ai déposé ma glacière autour de l'anneau avec 2 Gatorade, une banane, 2 gels. J'ai fait l'anneau des plaines. 31 tours. Tabarnak! Puis finalement, j'ai fait 2h44, 50 quelques secondes. Fait que j'ai clenché l'objectif de... Je suis parti en me disant, je suis en forme pour courir en bas de 4 du kilo, je le tiens le plus longtemps que je peux, puis je vais me gruger du temps. Tu sais, le classique, je vais mettre du temps en banque, puis on verra comment ça va. Finalement, j'ai tenu là, du 3,55 du kilo tout le long. J'ai même pas frappé de mur. Ça a passé comme ça. Avec le gros sourire aux lèvres dans le dernier kilo en me disant non seulement je l'ai eu mon maudit sub 3 heures, mais tu sais, je l'ai éclaté. J'étais super content, super fier de moi. Fait que je dirais que le game changer pour moi, ça a été courir en trail tout l'été. C'est ça qui a été vraiment payant. Mais c'est fou, man, parce que mettons, moi, j'ai arrêté de nager, ça fait un bout. J'ai quand même un background d'entraînement, tu sais. Puis là, mon marathon est à 2,50. Puis c'est vraiment le fruit de comme 4 ans à m'entraîner fort, là, tu sais, comme... Puis je pense que 2,50 pour pas mal n'importe qui a un genre de background d'entraînement, si tu mets 4 ans à t'entraîner fort, tu vas être capable de faire 2,50. Si tu as un background d'athlète. Si tu as un background d'athlète, mettons. Parce qu'il faut pas non plus sous-estimer, tu sais, courir un marathon en bas de 3 heures... faut qu'à la base, tu sois quand même un bon athlète. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer toute leur vie et qui n'y arriveront pas. Là, si tu as un background, mettons, en fait, je pense que pour mettre un astérisque à ce que tu dis, je pense que si tu as un background qui te permet de faire des semaines à 115 kilos, mettons, pendant 4 ans, tu vas être capable de faire 2,50 au marathon. Mettons, sauf que je pense vraiment qu'à ton deuxième marathon, faire 2,44, ça, c'est vraiment pas tout le monde qui a le potentiel pour faire ça. Là. Fait que là, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui te le dit, ça. Après ton marathon, c'est plein. Ouais, ben c'est sûr qu'il y a quand même du monde qui m'ont dit c'est en fait, là, man, ça fait pas de sens. Ça fait moins d'1 an que tu as commencé à courir. C'est sûr que ça l'a surpris beaucoup de monde. Moi, le premier, à la base, moi, c'était... Je m'étais même dit à un moment donné, si je cours un marathon en bas de 3 heures, that's it, check sur le bucket list, je vais essayer d'autres sports. Ouais. Mais finalement, je suis tellement tombé en amour avec la course à pied que ça m'a juste donné le goût d'essayer de battre mon prochain temps puis de continuer là-dedans. Mais c'est sûr que oui, en effet, là, je me suis fait dire par beaucoup de monde que c'était quand même assez anormal ou peu commun. C'est très fort, là, ouais. Puis, fait que là, tu finis ça. Hey, man, j'en reviens pas de 31 tours des plaines d'Abraham, man, c'est fou, là. Puis j'étais assez malade pour le refaire une autre fois plus tard, là, aussi. Ah ouais, hein? Ah, ouais. Mais le pire, c'est que les plaines, peu importe de quel bord t'es pognes, il y a un bout qui monte, tu sais.
Ouais. Mettons, si tu fais. Là, je sais pas si t'étais-tu sens. J'étais dans le sens anti-horaire. Fait que quand t'arrives en bas vers le musée des Beaux-Arts, il y a comme cette espèce de petite côte-là 31 fois. Là. Ouais, ben c'est ça. On la sous-estime un peu quand on va faire un entraînement là-bas. Disons que tu vas faire un jog ou des intervalles ou du tempo là-bas. Ouais, un petit kick, là. Y a rien, là. Un petit coup à donner sur à peu près 300-400 mètres. Mais quand tu le passes 31 fois, ce petit kick-là, il commence à être tannant un peu. Ouais, les pulsations qui montent, le pace qui descend un peu, tu sais, tout le temps. Ouais, exact. Non, c'était quand même un bon challenge. Overall, ça fait en sorte que c'est pas un parcours plat tant que ça. Ouais, exact. C'est pas... T'avais combien de dénivelé, mettons, à la fin de ton marathon? Je pense que ça proche de 200 au total. Ce qui est quand même... C'est pas énorme, mais c'est surprenant. C'est pas rien. C'est surprenant quand tu vas courir sur l'anneau des plaines, tu penses qu'il n'y aura pas vraiment de dénivelé. Mais il y avait quand même près de 200 de ce que je me souviens. Pour 31 tours. Ouais. Aïe. Fait qu'après ça, là, tu sors de ça, puis t'en as pas assez. Là. Toi, c'est pas juste un check. Là. Non, puis surtout, honnêtement, ce qui a pas aidé ou ce qui a aidé, je sais pas comment faut que je le vois, mais notre saison de foot a été annulée à l'automne. Donc, c'est sûr qu'à l'automne, j'ai eu beaucoup... Puis on était confinés. Là. Donc, j'avais beaucoup de temps libre, un peu trop de temps. Certains diraient trop de temps. Ouais, un petit peu trop de temps, parce que là, tu sais, quand je dis confiné, c'est que j'avais même pas le droit d'entraîner mes athlètes. Je donnais des entraînements à distance, mais c'est rien comparé à la charge de travail d'une saison de foot à l'automne d'habitude. Fait que la course, c'est un peu ce qui me sauvait là-dedans. C'est ce qui me permettait de garder un équilibre puis de me garder stimulé puis motivé par la vie en général. Je me levais le matin puis je disais, au moins aujourd'hui, j'ai le défi d'aller faire mon entraînement. Puis, donc, j'ai continué toute l'automne à courir, faire du volume. Puis, j'ai décidé à la fin de l'automne de... Ce qui est drôle, c'est que je m'étais craqué pour courir un autre marathon, vraiment un TT marathon. Là. Il n'y avait pas de course officielle à ce moment-là. C'était vraiment par moi-même. Puis d'en faire un avec Charles. Puis on s'était donné l'objectif ensemble de faire quelque chose de mieux que ce que j'avais fait, là, en bas de 2h44, là, battre mon temps. Puis on avait choisi une date, une journée où on allait faire ça. Puis la veille, Charles qui m'appelle, là, j'ai entraîné un athlète en privé parce que lui, il a le droit d'entraîner des athlètes qui ont des dérogations. Parce qu'il entraîne des athlètes olympiques, des athlètes de haut niveau. Puis là, l'athlète que j'ai entraîné il y a 2 jours a testé positif au COVID. Fait que là, on était dans la période où il y avait eu un contact rapproché ou pas. Tu fermes pendant 10 jours. Tu avais été dans le même building que quelqu'un qui l'avait, tu t'isolais. Fait que là, il a dit, je vais aller le courir par moi-même. Ma blonde va me suivre à vélo, elle va me ravitailler. Puis, fait que j'ai trouvé un autre ami qui voulait courir une partie avec moi puis s'occuper de mes ravitaux pour la deuxième moitié. Fait que mon ami Guillaume Larose, avec qui j'ai couru d'autres marathons par la suite, lui voulait courir un demi, puis le pace auquel il voulait courir son demi pour faire un PB, c'était pas mal mon pace auquel je voulais courir pour faire mon PB sur marathon. Fait qu'on a dit, let's go, on fait le premier demi ensemble, puis toi, quand tu finis, tu t'occupes de me ravitailler pour la deuxième moitié. T'sais. Fait que c'était le deal qu'on avait ensemble. On est parti, on s'est fait un parcours le fun, plus rapide, plus optimal que faire 31 tours de l'anneau. On est parti de Valcartier. On a descendu Valcartier, Cheminot. Donc, la première moitié, c'était descendant. Puis, on a roulé un pace pour que lui, il atteigne son objectif. Il voulait le faire en bas d'1h19. C'était ça qu'il voulait. Il avait déjà fait c'est la piste cyclable. Là. Cheminot. Fait que faux plat descendant. Faux plat descendant tout le long. Super rapide. On a roulé sur un pace pour que lui il réussisse à atteindre son objectif. Puis là, la première demi, pas de ravito ou rien. Moi, je m'étais amené un gel au cas où je l'avais pas pris. Fait que là, à 21.1, là, c'est le fun. Le premier demi, on court ensemble. Puis là, lui, ciao bye. Puis là, moi, je continue. Dans Limoilou, je fais des loops. J'avais ma boucle déjà préparée. C'était la boucle sur laquelle je cours souvent. Là, c'est comme la 2e avenue, 3e avenue en montant jusqu'à la 18e rue. Puis là, c'est une boucle de 3 km. Là, je la répétais jusqu'à temps que je sois à 40. Aïe. Puis là-dedans, il y a la montée de la 4e avenue, la descente de la 2e. Fait que monter, descendre, monter, descendre. Mais là, j'avais pas ravitaillé le premier demi. Puis là, plus tôt que prévu, j'ai frappé un bon mur à 30-32. Puis je te dirais que j'ai grindé le dernier 10-12 pour pas trop décélérer. Finalement, ça a quand même donné quelque chose autour de 2,42, 2,43. Solide quand même, un PB quand même. Quand même, un nouveau PB. Mais sans ravitailler sur le premier 21, ça marche pas. C'était niaiseux. C'était vraiment niaiseux, mais c'était un peu des erreurs encore de jeunes coureurs qui un peu naïfs, qui pensaient « Ah non, je vais être correct. » Mais c'est quand même 3 marathons en une saison de course. Là. C'est du stock pareil. Là. Genre 3 PB comme ça en une saison de course. Là. Non officiel, c'était vraiment pas dans des courses officielles, c'était des courses par moi-même, seul ou avec des amis.
Mais ça m'a vraiment permis de prendre l'expérience sur la distance aussi, ouais, c'est ce qui a ça. fait que quand j'ai pu m'inscrire à des vraies courses par après, j'avais vécu la distance, j'avais vécu le processus de courir un marathon. Donc, ça a été des belles expériences malgré tout. Puis vraiment, ça m'a gardé motivé durant la période de lockdown. Là. Ça m'a gardé motivé à m'entraîner puis à courir. Ouais. Moi aussi, la course à pied, ça m'a vraiment sauvé la vie pendant le confinement. Là. C'est juste que le monde était... Tu sais, mettons, tu suis des gens sur les réseaux sociaux, puis tout le monde est vraiment dans un processus négatif, un processus mental négatif parce que, mettons, les gyms ferment. Puis il y a des gens pour qui les gyms fermés, c'était genre... Il n'y a plus rien à faire, man. Fuck, les gyms ferment. Puis, je les comprends. Je les comprends aussi. Qui connaissaient rien d'autre. Exact. Mais moi, j'étais comme, man, les gyms ont fermé, OK, ben, du sport, tu peux faire n'importe quoi, là. Tu sais, du sport, c'est à l'infini, là. Tu peux aller dehors. Tu sais, le trail running, c'est... Moi, j'ai commencé, justement, pendant la pandémie. C'est tellement le fun. Tu sais, t'es dans la forêt, man. T'es pas dans un gym, c'est genre... méditatif. C'est vraiment hot, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'étais là, j'écrivais à tout le monde que je pouvais quand, hey, man, essaie d'aller dehors, tu sais, essaie d'aller jouer dehors, dans le fond, là, tu sais. Fait que non, la course à pied pendant la pandémie, c'était vraiment une sacrée belle alternative, là. Vraiment, vraiment. Puis moi, ça a été d'un, découverte d'une nouvelle passion. Ouais. Ça m'a permis de passer à travers cette période-là qui était pas toujours facile pour tout le monde, en fait. Ouais. Puis ce que je suis content, c'est que c'était pas juste temporaire. J'ai gardé ça dans mon mode de vie par après. Exact. Donc, c'est la partie de laquelle je suis reconnaissant de la pandémie. Ouais. C'est d'avoir amené ça dans ma vie. Ouais. Parce que je sais pas si la vie était restée à la normale, si vraiment je me serais lancé aussi deep là-dedans. Ouais. Fait qu'il y a une partie de moi qui... Autant ça a été une période difficile, la pandémie, puis il y a des gens pour qui ça a été horrible, qui ont perdu des proches, Exact. Mais il y a une partie de moi qui est reconnaissant d'avoir vécu ça parce que ça m'a ouvert à d'autres choses aussi. T'sais. Ouais, c'est clair. Puis de 2,42 à 2,32, il y a un esti de gap, là. Parce que plus, mettons, entre 3,42 et 3,32, il n'y a pas un énorme gap, tu sais, parce que les secondes et les minutes sont plus faciles à aller chercher à cette vitesse-là, mais entre 2,42 et 2,32, il y a un gap genre inimaginable. Tu sais, moi, je peux peut-être, mettons, je pense que mon plein potentiel, si je me rends au maximum de ce que je peux faire en course à pied avec l'âge que j'ai et tout, là, je pense que je peux aller tourner autour de 2,43, genre, mais jamais en bas de 2,35, là, tu sais. Fait que peux-tu m'expliquer comment ça se passe, ça? Ouais. Parce que le gars, tu sais, encore une fois, là, 2,42, c'est comme, bon, ben, j'ai du talent à course à pied, mais il y a vraiment un step là, énorme. Là. Ouais, puis, tu sais, il y a eu certains gaps de temps entre 2,43, 2,42 puis 2,32. Il y a eu l'hiver d'après, l'hiver 2021, où on était encore confinés. Durant l'hiver, encore une fois, confiné, pas grand-chose d'autre à faire. Je tripe sur la course, c'est ce qui me motive. Continuer à faire du volume, à faire des entraînements. Tu fais-tu des entraînements de vitesse ou pas pantoute? Oui, ben de la vitesse comme un coureur de demi-fond qui fait du 1500 puis du 5000. Un peu moins, parce que cette partie-là, honnêtement, la composante de vitesse... Tu l'avais déjà? Par la nature du sport que je faisais. C'est ça, hein? Je l'avais quand même déjà. Je dirais ta biomécanique était assez là pour être capable de courir vite. C'est ça. Ouais. Maintenant, ce qui me manquait, c'était de l'endurance de vitesse et du volume, l'endurance point. T'sais. Donc, je dirais que pour moi, en tout cas pour marathon, si un jour j'avais des objectifs super ambitieux sur 5000 mètres ou sur 10 km sur route, ben, je ferais plus de vitesse, évidemment. Mais je dirais que moi, l'élément clé de mon entraînement, c'est le tempo. Vraiment courir étirer ta vitesse. Frôler le seuil, là, puis vraiment courir à un pace, disons, un petit peu plus vite que ce que je suis capable de tenir sur demi-marathon. Fait que des entraînements de tempo, puis d'étirer mon tempo sur du plus long, puis mes long runs. C'est vraiment les deux éléments qui ont été super payants pour moi parce que j'avais la composante vitesse pure, je l'avais. De faire plus de volume, de faire plus de long run, puis d'accumuler plus de millage, ça a été payant. Mais le pont entre les deux, je dirais, c'est d'être capable de courir vite longtemps. Fait que de faire du tempo, ça a vraiment été payant pour moi. Puis c'est encore dans ma stratégie quand je me prépare pour un marathon. C'est mon millage total, mon volume total, mais d'intégrer dans ma semaine des entraînements de tempo. C'est vraiment ça qui fonctionne bien. En tout cas, c'est ce que je pense qui fonctionne bien pour moi. C'est quoi un de tes trainings mettons, que tu refais souvent? Puis quand tu le fais, si tu le réussis, ça te met en confiance. Tu sais, je pense qu'on en a tout un peu, là, des trainings de même, où est-ce que tu fais comme lui, j'aime ça le faire. Peut-être qu'il te crée une genre de
petites... Un petit stress. Un petit stress la veille, mettons. Peut-être que cette journée-là, tu te couches un peu plus tôt. La semaine avant, il n'y a pas bien d'alcool qui se boit, tu sais. Puis genre, c'est quoi ce training-là pour toi? Dans as-tu un? Peut-être plusieurs aussi. J'ai quelques trainings. J'aime beaucoup faire dans un build-up de marathon, là, dans les mois qui précèdent un marathon, faire des longues sorties dans lesquelles je mets des blocs de tempo. Soit à pace marathon, soit même un peu plus vite que ça. Donc, une sortie de entre 20 et 35 km total, dans lesquels je vais faire des blocs de tempo, que ça soit 2 x 10 km, 3 x 7, 3 x 8, quelque chose entre 20 et 25 km total de tempo dans une sortie de 30-35, mettons. Puis je sais, à la fin d'un entraînement comme ça, selon comment ça a été dans mon dernier bloc de tempo, dans quel niveau de forme à peu près je suis. Ouais. Que ça soit parce que c'était une bonne ou une moins bonne journée, ou en général l'état dans lequel je suis puis mon niveau de forme actuel. Donc c'est un bon indicateur. Un entraînement que j'aime aussi, j'aime beaucoup rentrer des kilos rapides à bloc à la fin d'une longue sortie. Ah ouais, un entraînement auquel Charles m'a initié la première année que je courais avec lui. C'est un bon vieux 5-4-3-2-1 kg. Progressif, mais avec des 1 kg de récup en chaque. Donc, je fais un warm-up, disons, de 4-5 kg plus relax. Puis après ça, on fait un premier bloc de 5 kg pace marathon. 1 kg relax. 4 kg pace, je dirais pace 30. Un petit peu plus lent que pace demi. 1 kg de break. 3 kg pace demi. 1 kg de break. 2 kg pace 10 kg peut-être. Ouais. 1 kg de break, puis à la fin, le dernier kilo à bloc. Le plus vite que tu peux courir, rendu à 23, 24, 25 kilos d'impact avec de l'intensité à travers ça. Puis c'est un bon entraînement. Je pense que c'est super payant pour du marathon ou du demi parce que ça te force à ouvrir la machine à la fin d'une sortie quand tu es déjà un peu cassé. Tu sais. Puis c'est un bon indicateur de ton niveau de forme. Quand le dernier kilo que tu te mets à bloc, là, si tu es capable de rouler quelque chose d'assez rapide, malgré tout ce que tu as fait avant, tu sais que là, je commence à être en pas pire forme. Ouais. ça me fait rire parce que moi, à un moment donné, j'avais un set, puis c'était le même principe. C'était 10, 8, 6, 4, 2, 1. Puis c'était vers la fin d'un build, fait que c'était vers la plus grosse semaine, mettons, de mon build. Fait que le 10, c'était justement un pace marathon, puis là, ça descendait. Puis le 1 kg était le plus vite possible, tu sais. Mais moi, j'ai aucune expérience sur cette zone-là. C'est quoi un kilo all-out? Là, c'est dur à déterminer. Aucune idée, mais j'arrivais d'un 10, 8, 6, 4, 2. Fait que, tu sais, le 2, j'avais un pace qui était quand même, je pense ça devait être autour de pace 10 kilos, là, de quoi comme ça. Fait que t'es pas à bloc, tu sais. Genre, t'es sous maximal. Sauf que là, j'arrive au 1 kg, je fais OK, mais là, si j'étais sous maximal sur lui, je vais juste partir all-out. Mais 1 kg, c'est long, man. Quand tu pars all-out. All-out, c'est long. Je suis parti à bloc, là. Tu sais, je suis parti à bloc après 400 mètres. Comme si je sprintais un 200. Là. Comme si je sprintais un 200. Genre, comme si genre, j'étais Usain Bolt, là. Je suis juste parti all-out sur le 1 kg. J'étais arrivé à 400, j'ai arrêté. Je n'étais pas capable. C'est quand je suis parti all-out, tu sais, parce que j'ai pas ce repère-là. Non, c'est qu'un kilo, man, c'est long quand même, là, quand tu sais pas. Non, c'est clair. C'est clair, puis c'est dur à déterminer. Puis je pense que ça vient avec l'expérience aussi. Là, des coureurs de demi-fond qui ont couru du 1500 puis du 5000 sur track, ils savent exactement. Ils ont des repères, ils ont fait ça toute leur vie. Moi, c'était soit je courais 40 verges sur un terrain de foot, où j'ai commencé à courir du long, puis j'avais vraiment aucun repère. Puis je pense que c'est avec l'expérience que tu finis par savoir, OK, 1 kg à bloc à la fin d'un training, ça va être à peu près tel pace. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu pars, là, tu confirmes avec ta montre que t'es pas mal sur le spot. Tu y vas un peu au feeling à travers ça aussi. Si ça va bien, t'accélères la deuxième moitié. Si ça va moins bien, t'essaies juste de maintenir. C'est ça, exact. Ouais. Ça prend tout pour réussir à maintenir. Ça dépend des journées, ça dépend du pace. Mais c'est beaucoup d'exploration puis de découverte là-dedans. C'est ça, vraiment. Moi, je me rappelle, tu sais, en natation, mettons, tu te fais dire, fais une 12 au 100 mètres. Je faisais une 12, tu sais. Je faisais une 12, puis j'avais pas besoin de regarder le chrono. J'avais besoin de regarder rien. Je faisais une 12, tu sais. Point, that's it. Puis ce feeling-là, je l'ai pas du tout à course à pied, tu sais. Puis il y a du monde qui font ça depuis longtemps, aussi longtemps que moi je faisais de la natation, eux autres ils l'ont. Tu sais, eux autres tu leur dis, OK, là, tu fais un 400 à une 12, ils vont faire une 12. Puis ils n'auront même pas besoin de regarder leur montre à 200, là. Ils vont juste faire une 12, tu sais. Moi je suis pas là pantoute.
Mais tu l'as dit, c'est l'expérience. Je commence à avoir des feelings à quelques secondes près. Ouais. Là, si tu me dis, OK, là, vas-y, pars, cours à 3,30 du kilo, je vais partir, je vais me setter un pace, je serai pas loin de ça. Ouais. Je commence à prendre l'expérience, mais pas à la seconde près sur une distance déterminée. Là. Si tu me dis, cours un 400 en une 12 là, moi, y aller au feeling, je tomberai sûrement pas sur une 12 pile. Ouais, ça va sûrement être pas mal plus vite qu'une 12. Mettons que tu penses, là, tu sais pas trop, là, tu sais. Ouais. Fait que là, après ça, ton premier comme marathon dans une autre stratosphère, c'est à Las Vegas. Ouais. C'est ça? Moi, on m'avait... Il y a un gars avec qui je courais... j'ai couru une fois avec, en fait, à Verdun. On a couru ensemble, puis là, il se met à me dire, tu connais-tu Guillaume? Puis là, je fais, oui, genre, on se croisait, là, tu sais. Puis là, il dit, mais il a couru 2,32 au marathon. Puis là, moi, je fais, qu'est-ce que tu veux dire, il a couru 2,32? Tu sais, moi, j'ai toi en tête, tu sais, je te suivais pas sur les réseaux sociaux, j'avais pas entendu parler de ton parcours qu'on vient de se parler là. Ouais. Moi, dans ma tête, les dernières fois que je t'avais vu, c'est tu faisais du deadlift au gym. Je faisais du bench avec 3 plates sur la barre, c'est ça, comme je disais, t'es quand même compact, t'es pas full grand, tu sais, t'as pas des super longues jambes de gars qui fait 2,32, tu sais. Fait que là, je capotais, puis là, j'ai commencé à te suivre, j'ai dit, tabarnak, man, cours donc bien vite. Comment ça s'est fait, ce marathon-là? Ben, entre-temps, c'est ça. Il y a eu l'hiver 2021, un confinement. J'ai fait un marathon, encore une fois, par moi-même, autour de l'Anneau des Plaines, une deuxième fois. Au printemps 2021, tout l'été, cours en trail, même chose, cours pour le plaisir avec des amis. Je fais du volume, je m'amuse, je m'éclate. C'est vraiment de quoi qui me fait triper. Puis là, à l'automne, finalement, on a une saison de foot. Ouais. Donc là, on renoue avec le foot, tout ça. Mais là, durant l'automne, je vois passer que les courses, tu sais, le marathon de Québec annulé, le marathon de Montréal annulé, puis je pense même pas que c'était à cause de la pandémie, je pense que c'était à cause que la ville arrêtait le financement pour ces événements-là. Là, Mais il y a des plus petits événements qui ont comme été créés à partir de ces annonces-là. Puis il y avait un marathon à Montréal organisé par un club de course qui s'appelle OCM, On Court Montréal, qui est un club de course de Montréal qui organise des petites courses de temps en temps. Je connaissais pas l'organisme, je vois ça passer sur Facebook. Il organise un marathon autour du bassin olympique. Ouais. Puis là, moi, je suis comme le bassin olympique, c'est une boucle de 4,4 kg et rien là. Moi, je faisais des tours sur 1,4 à l'Anneau des Plaines, tu sais. Fait que c'était comme 9 tours du bassin olympique. C'est flat, là. Puis ça donnait que, moi, dans ma tête, à l'automne, impossible, saison de foot. Je peux pas courir de marathon. Mais la course était vraiment le samedi d'un de nos bye week, on n'avait pas de game. Okay. Fait que j'ai décidé de m'inscrire 5 jours avant. Fait que là, j'avais vraiment pas fait de build-up. On était en saison de foot. Je réussissais à maintenir des semaines de 75-80 kilos. Je faisais mes commutes à la course. J'allais courir le midi. Fait que, tu sais, j'étais en forme, mais pas en forme de marathon, tu sais. Mais j'ai décidé de m'inscrire puis de me dire, ça va me permettre de faire une première course officielle, de mettre un temps officiel sur mon marathon. Puis finalement, en étant très conservateur et réaliste, parce que j'avais pas fait une vraie préparation, ça a donné 2h43. Il n'y avait pas beaucoup de coureurs, il n'y avait pas de coureurs de haut niveau. Je gagne la course. Ah ouais, hein? Je suis comme premier marathon, j'ai une médaille d'or. Ça a été une belle expérience. Ouais, à 2,43, s'il n'y a pas les élites, tu gagnes. Exact. Fait que mais tu sais, ça a été cool pour moi de vivre un premier marathon officiel, parcours officiel, homologué avec un temps officiel. Fait que là, ça m'a comme dit, OK, c'est bon. Là, ce que je faisais dans mes petites folies personnelles durant la pandémie, ben, je l'ai comme confirmé. Mais là, au printemps, à l'automne, avec mes amis, avec Charles Castonguay, Marco Simard, un ancien joueur de foot aussi, avec qui je cours beaucoup, puis Guillaume Larose. On est 4 super bons amis qui ont commencé à courir ensemble pendant la pandémie, justement. On a décidé de s'inscrire les 4 au marathon à Vegas, qui était le 2 avril. Donc, durant l'hiver, on s'est pas mal entraîné ensemble. On s'est monté un petit build-up. Courir dehors. On faisait beaucoup de volume dehors, puis de temps en temps, on allait au centre de glace faire des intervalles, du tempo. Les journées où les conditions étaient correctes dehors, on faisait du tempo à l'extérieur. Donc, jamais de tapis? Un peu de tapis quand vraiment c'était horrible dehors, soit pour des jogs ou soit pour du tempo. Si j'avais un entraînement que je voulais absolument faire une journée puis qu'il avait tombé 20 cm de neige, bien évidemment, je restais à l'intérieur. Donc, des fois sur tapis. Donc, l'hiver 2022, vraiment
pour la première fois, je faisais un vrai build-up. Une vraie préparation. Un vrai training. Sérieusement. Sérieusement, avec un vrai taper. Tu sais, vraiment de quoi te structurer avec un jour J. Là, un genre de 4 mois. Là. Ouais, je dirais 3 mois. Janvier, février, mars, puis là, début avril, on courait le marathon. Fait qu'un 3 mois de build-up en ayant accumulé 2 ans avant la pandémie où j'ai commencé à courir et à augmenter progressivement le volume. Là. C'était pas comme je partais de 0 à ça. Là. Mais c'était ma première vraie préparation. Puis on savait qu'on allait faire un parcours rapide. Là. C'était un parcours... c'était faux plat descendant. Faux plat descendant tout le long, c'est ça. Tout le long, sauf à 37-38, il y avait un kilo montant qui tombait mal parce que là... le kilo montant qui arrive à 37-38. Tu viens de descendre pendant 36, puis là, tu pognes un kilo montant que tu as l'impression d'être en train de grimper l'Everest. Ouais, c'est sûr. Ça, tu sais. Puis, mais c'était un parcours, somme toute, vraiment rapide. Fait que là, on est tous partis avec l'objectif ambitieux de faire en bas de 2h35. Charles, lui, avait déjà fait un marathon en 2h37 ou 38 au Petit Train du Nord. Il voulait battre ça. Même genre de parcours. Même genre. Il s'est dit, écoute, c'est une opportunité de battre ça. On a eu un bon hiver d'entraînement. Et je vise en bas de 2h35. Puis on a décidé de pas mal tout le suivre sur cet objectif-là. Puis finalement, ben... qui devait arriva dans le sens que quand tu te dis OK, on va rouler 2h35, c'est 3,40 du kilo. On va rouler juste en bas de 3,40 de justesse, là, à 3,38, 3,39 tout le temps, mais un 3,38, 3,39 à la gang, c'est devenu qu'on roulait tous les kilos. 3,35. À 3,33, 3,34, là, tu sais. Fait que finalement, ça a donné 2h32 sur marathon, ce qui était surprise, oui puis non. Là. Je visais en bas de 2,35. Est-ce que si tu m'avais dit avant la course, ça va être 2,32, tu le prends-tu? Ouais. Oui. Fait que surprise, oui puis non, mais je suis définitivement très content de cette course-là. Mais man, puis t'es arrivé deuxième, je pense? Ouais, deuxième. Puis si l'histoire que j'ai entendue est bonne, vous dépassiez, dans les derniers kilos, vous dépassiez des coureurs qui faisaient un autre distance ou des coureurs, puis t'as comme pas vu le premier dans la masse des gens. Fait que l'histoire est bonne, fait que t'as pas vu le premier dans la masse des gens. Puis si tu l'avais vu, probablement que tu aurais kické un petit peu plus. À 3 secondes de différence, j'ose croire que maintenant. Tu sais, des fois, c'est. Tu l'as juste jamais vu ou tu l'as vu à 50 mètres d'arrivée? Ce qui arrivait, c'est qu'on partait. C'était la même ligne d'arrivée pour le demi puis pour le marathon. Ouais. Donc nous, on part, puis les départs étaient à la même heure. Ouais. Donc quand nous, on arrive là, rendu au kilomètre 38, 39, ça fait 2h20, 2h25 qu'on court peut-être. Ouais. Il y a du monde sur demi-marathon qui sont pas arrivés. Ils sont rendus à 17-18 kilos. Ils vont faire leur demi en 2h30. Ça court pas super vite, mais ils sont là, ils sont dans le parcours. Puis il y a beaucoup de monde. Là. Ouais. Fait que là, mais leur allure est pas la même qu'un gars qui est en train de courir 2,32. Non, mais c'est ça l'affaire. Ce qui est arrivé, c'est qu'on est parti au début. Il y a à peu près 5 gars qui sont partis plus vite que nous. Eux, ils visaient sub 2,30. Fait qu'ils sont partis sur un pace pour courir sub 2,30. Puis il y a un petit gap qui s'est créé entre nous et eux. Il y a 2-3 gars qui couraient avec nous. Fait qu'on était comme un pack de 7-8 à courir ensemble. Puis dans la deuxième moitié de la course, on a dépassé le 5e, le 4e, progressivement. Le 3e. Là, à un moment donné, je le sais, il y en reste juste 2 devant. T'es à compter. Ouais, c'est ça. Je savais il y en avait combien en avant, puis je savais qu'il fallait que je dépasse si jamais je voulais, si jamais ces gars-là étaient en train de passer. Si ça arrivait, puis ouais. Fait que là, on courait les 4 ensemble. Là, Guillaume nous avait lâché à peu près au demi pour une envie d'urgence. Un classique. Puis il n'a pas été capable de recloser la distance après. Puis les 3, on a couru ensemble jusqu'à peu près 35. Puis là, il y a Marco qui a droppé un peu en premier. Puis là, à 36-37, Charles m'a donné le go. Il m'a dit « Hey man, oublie ça, je tiendrai pas jusqu'à la fin, go. Ouais. Comme, éclate-toi, vas-y. » Fait que là, je pars. Là, je sais qu'il y en a 2 en avant, puis je reconnais un des 2, puis là, il est complètement sauté là, dans un faux plat montant à 37. Ouais. Je réussis à kicker juste assez pour le dépasser, puis là, je sais qu'il y en a juste un en avant. Mais là, il y a plein de coureurs du demi qui sont là, il y a plein de monde. Fait que là, je suis quasiment en train de zigzaguer à travers le monde, puis dans le dernier kilo, je spot le gars, il y avait une camisole, une camisole Loulou verte lime, je l'avais spoté au début. Tu reconnais la camisole, tu sais c'est quoi le pattern. Mais lui, il avait complètement sauté. On a eu l'opportunité de jaser avec lui, prendre une bière avec lui après. Super gentil. Il était parti sur un pace pour rentrer genre un 2h25 sur marathon. Fait qu'il a créé un gap avec nous, là. Ouais. Mais il a frappé un mur complètement dans le faux plat montant. Ouais. Puis il y a des bouts dans le dernier 3-4 kilos qu'il a marché. Là. Ah ouais, hein? À des ravitaux, il s'arrêtait, marchait,
prenait un verre, il se massait les jambes, puis là, il repartait à jogger à 4,40. Fait que c'est pour ça que dans la masse, il avait pas l'air d'un gars qui allait bien plus vite que les autres. Là. Ça, ouais, je comprends. Il était pas si facile que ça à spotter à travers le monde. Mais à un moment donné, je l'ai spoté. Il allait quand même un peu plus vite que les autres. Ouais. Puis j'ai reconnu la camisole. Il devait rester à peu près 500 mètres. Fait que là, le gars qui pensait avoir frappé le mur a réalisé que quand tu penses qu'il en reste plus, il en reste tout le temps. Ouais, ben oui. Là, j'ai accéléré pour être capable de closer. Puis j'ai été capable de... J'y touchais quasiment. Là. Il a fini comme 3 secondes avant. 3 secondes, on parle de quelques mètres avant. Ouais. Puis les deux, on s'est effondré au sol quand hein? Je suis la ligne d'arrivée. Lui, à parce bloc, que ça faisait là. 5 kilos qui était sauté. Puis moi, parce que le dernier 500 mètres, j'étais à bloc. C'est ça l'affaire. Fait que ça a été une fin quand même assez épique. C'est hot. Ouais, ça a été une belle expérience. Quand même, c'est quand même un marathon international. Ben, international dans le sens pour nous, c'est à l'international. Ouais, tu sais. ouais. Fait que c'est quand même mode de faire ça. Ouais. Il y avait 2000 coureurs. Il n'y avait pas beaucoup de coureurs. Il n'y avait pas de coureurs élites, des gars qui courent sub 2h20 ou tout ça. Mais il y avait des bons coureurs amateurs, du monde qui visait quand même en bas de 2h30. Ouais. Là. C'est pas des deux de pique, là, on s'entend. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été le fun de pouvoir de se mesurer à du monde comme ça dans un parcours rapide, des belles conditions. On avait honnêtement, je peux même pas. Il y avait un petit vent de face, mais tellement minime, puis avec le faux plat descendant, on va dire que on le considère même pas. Là. Ouais. C'était vraiment des belles conditions. Fait que vraiment été trippant, vraiment été une belle expérience. Là. C'est quoi ton plan nutrition? Parce que là, j'imagine que ton plan, c'est pas le même que quand t'as couru 21 kilos sans ravito puis pour aller exploser dans Limoilou. Là. C'est quoi tu fais maintenant? Je dirais que je m'améliore de fois en fois, puis je réalise que je ravitaille jamais assez. Même à Vegas. Ouais. Je me disais tout le temps qu'à chaque ravito où ils donnent du liquide, Ouais. de l'eau, des électrolytes, je prends une gorgée. Ouais. Peu importe. Puis à tous les 2 ravitaux, c'est un rappel que je suis dû pour prendre un gel ou une barre. À tous les 2 ravitaux? Ouais. Fait que genre, à tous les 6 kilos, mettons? Non, parce qu'eux, ils donnaient des ravitaux à tous les 5 ou 6 kilos. OK. Fait que je me disais qu'à tous les 10-11 kilos, je prenais soit un gel ou une barre. Fait que je te dirais que j'ai pris du liquide, des électrolytes à tous les 5-6, puis du sucre à tous les 10 kilos. Fait que je l'ai pris un ravito à 10, un à 21, un à 30. Des J'en ai gels, repris genre... un, évidemment comme à 37, 38. Là. Puis c'est des gels... Quel gel? Brix. Brix? Ouais. Ouais. Sirop d'érable 25 avec des grammes, électrolytes. 25 grammes par gel? Ouais, exact. Ou une barre fruit 2. Ouais. Juste des barres, je trouve que je mastique Ouais. trop, là, puis on dirait que je perds trop... on dirait que c'est c'est trop pas dur beaucoup. de respirer en mangeant. Non, c'est pas beaucoup. Moi, parce que plus je m'intéresse à ça, tu sais, puis là, avec Upica, évidemment, je m'y intéresse beaucoup quand même. Puis, tu sais, tu peux aller jusqu'à 90 grammes. Alors, 90 grammes, là, C'est du stock, c'est quand du même. stock, là, Ouais. être capable d'ingérer ça. Puis c'est sûr que ça aide, là. C'est sûr. Convaincu que ça aide. Ouais. Puis je pense vraiment, comme là, je reviens d'un marathon Ouais. là, il y a à peine 2 semaines. Puis ma stratégie Ouais, c'est était allé différente. confirmer sur un parcours Sur qui était un parcours, moins qui était normal. normal, c'est ça, ouais. En 2,33. 2,33, C'est ça. exact. Puis ma stratégie a été différente. Ça a été vraiment mon cue, là, c'était chaque ravito, je prenais un gel ou une barre. Puis Fait que j'ai c'était doublé, aussi... Là, c'était à Sacramento. Sacramento, Puis c'était aussi à chaque 5 kilos, les ravitaux? Ish, à peu Ok. près, là. Ouais, OK, fait qu'à chaque fois, tu y allais. Fait que t'as doublé ton... J'ai doublé mon apport en sucre durant cette course-là. Puis t'as-tu eu des problèmes de digestion? Non, j'ai pas Ok. eu de problème de digestion. J'ai eu d'autres problèmes, mais pas de digestion. Mais à tous les 5 kilos, je me ramassais un verre, puis c'était mon indicateur que prends ta gorgée, puis là, ça veut dire tu sors ton gel de tes poches, puis tu prends ton gel ou ta barre, là, parce que je voulais pas justement... Je pense qu'à toutes les fois, j'ai frappé... Je pense que c'est quasiment inévitable de frapper un mur sur marathon, mais je pense que plus tu... À plus moins que t'es- tu partes vraiment... Tu sais, si tu... Mettons... si tu races une race avec des gens, probablement que les élites, des fois, il y en a que ça leur arrive de pas frapper de mur, Parce qu'ils excuse-moi, sont là. sous max. Parce qu'ils sont sous max au Ouais. début, mais si tu vises un temps, tu te colles à ta limite. Fait que C'est les ça. chances de frapper un mur sont quand même très, élevées. très, là. très élevées, mais je pense que plus tu carbures, Exact. T'as moins de chances de bunker. là. moins tu as de chances de bunker, puis tu repousses la ligne, tu sais, le moment Ouais. auquel ça va arriver. Tu sais. Ouais. Fait que j'ai vraiment misé là-dessus, puis je pense vraiment que ça fait une différence. J'ai pas eu de problème de digestion. J'ai pas le feeling d'avoir cassé sur le plan énergétique. Mhm. J'ai vraiment cassé sur le plan musculaire. Ça. Ah ouais? Ouais.
À manque de volume à cause de la saison de foot? Je pense qu'il y a eu... tu vois, on apprend à chaque course, j'imagine. Là, parce que je suis encore un jeune coureur. Ça, mais j'ai été capable, à ma grande surprise cet automne, de faire quand même une bonne préparation. Je te suivais, man, puis oui. Ouais, j'ai été capable de faire beaucoup de volume. Ce qui m'aide beaucoup, c'est... je me suis débarrassé de ma voiture. Maintenant, je suis commis à la course. T'habites dans quel coin? Dans Limoilou. Okay. Quelque part entre 7 et 10 kilos du PEP selon le chemin que je prends. Donc, quand je commute à la course, ça me fait faire un 7-10 kilos le matin, 7-10 le soir. Fait que c'est un beau 20 kilos facile à faire. Les journées où on avait moins de charge de travail, disons la veille du match, où on était un peu plus relax, c'est là que j'allais faire ma long run. Ou le lendemain du match, si on jouait le samedi, disons dimanche, je rentre au bureau, mais c'est une journée plus relax, fait que je prenais le temps d'aller faire ma longue la semaine. J'étais capable d'aller courir le midi aussi. Je prends une pause le midi, ça me fait du bien. Puis, j'ai vu une semaine à 170. Là. Une semaine. Ben, j'ai fait une semaine officielle du lundi au dimanche à 157. Okay. Mais à un moment donné, il y a eu un bloc de 7 jours. Là. Je pense que c'était comme d'un mardi au lundi d'après, là, quelque chose comme ça. Que j'avais fait 177 km en 7 jours. Fait que t'avais tes 2 long runs là-dedans. J'avais 2 long runs en 7 jours parce que je n'avais fait une genre à la fin de la semaine puis une au début. Fait que ça donnait 177. C'est du stock pareil, là. Ben, c'est du stock à la base. Je pensais jamais faire ça dans ma vie. Puis surtout pas durant une saison de foot. Mais ça a été un automne où j'ai été ultra focus. Là, ça a été super présent puis engagé dans mon travail, super engagé dans mon entraînement. Puis des fois, plus t'en fais, plus t'es productif. On dirait que j'étais tellement sur la tâche cet automne que ça a bien passé. Fait que j'ai eu vraiment une bonne préparation, un bon build-up. Ce qui m'a vraiment cassé, c'est le dernier 3 semaines de la saison parce que la charge de travail était énorme, le stress de la fin de saison, la fatigue accumulée, le voyage en 2 semaines en Ontario, à London. 2 semaines à London, à être dans les bagages, l'hôtel, les voyages, un horaire un peu atypique. Fait que là, je suis en mode, là, je fais plus grand-chose à la course. C'est quasiment mon taper qui est commencé à l'avance. Puis je me dis, j'espère arriver là au moins reposé puis que le travail a été fait avant. Mais j'ai appris aussi de ça qu'un taper trop long, puis une diminution trop drastique du volume, tu tombes flat un peu aussi. J'étais arrivé la journée de la course, puis j'étais flat. J'étais fatigué de la saison, j'avais un petit rhume que je traînais depuis la Coupe Vanier, j'étais pas dans une super bonne forme, mais j'étais aussi 3 semaines à plus faire de volume du tout, puis je suis arrivé un peu là, avec des mauvaises sensations, puis je l'ai grindé, mettons, pour être capable de faire 2,33 parce que je me sentais pas bien cette journée-là. Puis pendant le build, je regardais amener, tu as fait un post là, que j'ai vu passer, puis tu disais, à un moment donné pendant le build, tu pensais que sub 2,30 était réaliste? Ouais. Genre, quand tu faisais tes tempos, tu faisais genre, là, je pense que je pourrais. Ouais, j'ai fait quelques longues là, avec des blocs de tempo, puis honnêtement, ça passait tellement bien. Je pense que j'ai été au top de ma forme. J'ai piqué trop vite, dans le fond. J'ai piqué 1 mois avant la course. À ce moment-là, je pense que si à ce moment-là, je m'étais dit, OK, là, je fais un taper là, puis je race dans 10 jours, là, je pense que ça aurait été réaliste. Je dis pas que c'est sûr que je l'aurais fait. Je respecte trop le marathon puis la distance pour être cocky au point de dire, ah non, c'est sûr que je l'aurais eu. Mais je pense que c'était réaliste de viser ça. Contexte des choses, le fait que j'ai réajusté l'objectif parce que je réalisais en arrivant à Sacramento que si je pars sur ce pace, starter sur un pace de sub 2.30, si je pars sur le pace de sub 2.30, je cours à ma perte, puis je risque juste de frapper un mur à 25-30 kilos, puis d'être zéro dans le plaisir, puis de juste scraper ma course. Je me suis dit, j'ai quand même trop travaillé fort cet automne pour scraper ma course. Fait que je vais diminuer un peu l'objectif, mais je vais être super fier de moi quand même, tu sais. Marathon en 2h33 à l'automne après une saison de foot, une semaine après une Coupe Vanier. Tu m'avais dit il y a 3 ans, tu vas faire ça, je l'aurais pris, là, tu sais. Fait que j'étais quand même content, fier de moi, puis le sub 230 n'est que partie remise. Ben, c'est ça, exact. Fait que justement, j'avais une question qui m'est venue quand tu parlais, puis c'est parti. Malheureusement, parce que ça m'intéressait. Mais là, dans le fond, c'est quoi ton plan pour la suite? C'est-tu de continuer dans le marathon? Parce que tu dis que t'aimes le trail. C'est-tu de tomber dans l'ultra? C'est quoi ton... C'est une bonne question à laquelle j'ai réfléchi dans les dernières années. J'ai pas de réponse définie parce que j'ai appris à m'ouvrir aux expériences puis à laisser arriver me laisser aller un peu puis voir ce qui me fait triper au fil du processus.
Pour l'instant, le marathon, j'aime ça. Mhm. Je suis déjà inscrit pour Boston, inscrit et qualifié pour Boston. Avec mes amis, on part les 4 encore ensemble. Les 4 qui étaient à Vegas. On s'en va à Boston ensemble. Un autre build sérieux? On va faire un build sérieux cet hiver. On s'est lancé l'idée un peu folle de tout viser sub 2,30. Mhm. En se disant, si on le l'essaye pas, on le saura pas. Boston il va y avoir du monde aussi pour courir avec vous autres à ce pace-là. Là. Mais Boston n'étant pas le parcours idéal pour faire un objectif. Apparemment qu'il y a une bonne côte. Hein. Il paraît qu'il est tough, mais en même temps, si tu l'essayes pas, tu le sais pas. Puis tu l'essayes, tu l'as pas, tu peux tout le temps te reprendre. Exact. Je pourrais réessayer un marathon plus rapide. Moi, le problème, c'est que les marathons d'automne, je peux pas compter là-dessus à cause de la saison de foot. Mais il y a des marathons au printemps un peu partout dans le monde. Si c'est pas à Boston que ça se fait, je pourrais le réessayer une autre année. Puis de toute façon, j'ai l'intention de courir longtemps encore parce que j'aime exact, ça. C'est ça. Je suis pas obligé d'atteindre tous mes objectifs à ta carrière débute. Là. Exact. Fait que tu l'essayes puis tu l'as pas, ben next year, je le réessaye puis c'est pas plus grave que ça. Marathon, j'aime ça pour l'instant. Je trouve vraiment que c'est la ligne fine entre la vitesse et l'endurance. Il y a du monde qui dirait comme vitesse sur marathon. Mais quand même. Mais je trouve que plus long que ça, la vitesse prend trop le bord. Puis moi, c'est un peu ce que j'aime de courir aussi. Fait que c'est pour ça que les ultras, je suis pas convaincu. Est-ce que j'aimerais faire des courses de trail plus courtes? Genre le 25 km QMT ou le 34 km, je pense, c'est coureur des bois. Ou de m'inscrire dans une course de trail de 30 kg à quelque part aux États-Unis. Ou des distances plus courtes où tu peux vraiment ouvrir la machine. Mais en trail, pour changer un peu la dynamique, tout ça, est-ce que j'aimerais ça? Oui, vraiment. Je pense l'essayer assez prochainement. Des ultras, pour l'instant, ce serait vraiment uniquement pour le défi mental. C'est souvent ça. Là. C'est ça, exact. Tu sais, j'ai fait un 65 en trail il y a 2 ans, pas l'été dernier, l'autre d'avant, avec mes chums, parce qu'on voulait... Il n'y avait pas de course officielle, parce qu'on était encore une fois dans la période où tout était annulé. Mais je voulais tester 65, voir. Puis j'ai eu du fun à faire ça. J'ai eu du fun. J'ai eu du fun pendant un petit bout. 45-50. Il y a un passage à vide qui est moins le fun. Ouais. Puis je comprends l'intérêt de beaucoup de gens de faire ça, puis je respecte vraiment beaucoup les gens qui font ça, parce que c'est vrai que c'est de la résilience mentale à un autre niveau. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui m'attire le plus de la course. Même que je dirais que si je suis pleinement honnête envers moi-même, ma distance préférée, c'est le demi-marathon. Je pense que c'est celle qui fit le plus avec mon profil aussi. Le meilleur équilibre entre vitesse et endurance. Tu tombes dans des zones de souffrance, mais tu sais que t'en as pas trop longtemps. Ils sont pas longues. Le demi-marathon, t'as un 4 kilos, est-ce que tu payes vraiment comme un sale, mais 4 kilos, ça va tellement, genre... Surtout si tu cours vite, c'est ça passe relativement vite. Puis dans la tête, c'est vraiment plus facile de se parler, là. De faire, il en reste juste 4, là. Tu sais, t'en as fait 17, il en reste juste 4. Je pense vraiment sur demi que tu casses physiquement avant de casser mentalement. Exact. Je pense qu'à un certain point, si tu tiens plus le pace, c'est pas parce que tu as give up mentalement. Je pense que c'est vraiment ton corps est plus capable d'aller à cette vitesse-là. Parce que tu t'es poussé vraiment à ta limite physique. Mais il y a de quoi que j'aime du demi, c'est vraiment le parfait équilibre entre la vitesse et l'endurance. Le marathon, tu commences... C'est comme la limite, selon moi. C'est pour ça que marathon, j'aime ça, mais plus pour l'instant, c'est pas ça qui m'intéresse. Je comprends. Très cool. Merci, man, d'avoir pris le temps de me parler. Plaisir. Merci à toi, c'était bien cool. Mais-en. Puis écoute, je te souhaite du succès dans la poursuite de la pratique du sport, puis aussi dans ta carrière, man. Moi, je suis le rouge et or, je vais tout le temps l'avoir tatoué sur le cœur. Yes, t'es bien gentil. Écoute, on va essayer de continuer à bien représenter l'université puis la ville de Québec. On est bien fiers, puis on apprécie le support de tout le monde autour aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment apprécié. Merci, man. Merci à toi.